Bien le bonjour à vous qui avez l'audace de nous écouter. Nous sommes les deux chroniqueurs de la perche sanguine, moi Vacherin, toi Urko. Comment ça va Urko? Bah écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, alors ça va faire un petit mois depuis le dernier épisode, alors il y a eu deux trois petits lives entre temps. J'espère que le format vous plaît dans la manière qu'on a de le renouveler. Et aujourd'hui, nous avons un joli programme de comme 6 films. Alors, on va en parler à deux pendant la moitié, et après je vais donner un avis quand même assez conséquent sur les trois derniers. Trois films quand même assez, pour moi, importants, sur lesquels j'avais des choses à dire, donc pour ça que j'ai un peu fait une entorse à mon nouveau régime de chronique. Et ce programme donc, il s'est normalement affiché sur votre écran et il comporte notamment le Comte de Monte Cristo, le succès populaire, public, critique français de cette année. Est-ce qu'il en est de même pour nous? On va voir ça. Ensuite, nous aurons enfin l'arrivée du film d'horreur le plus attendu de l'année, enfin je crois, hein, vu le teasing monstre qui a été fait par Neon, la boîte qui monte et qui commence à concurrencer A24, à savoir Longlegs avec notamment Micah Monroe et surtout Nicolas Cage. Nous parlerons aussi d'une petite curiosité, Monolith, film australien si je ne dis pas de bêtises, avec vraiment un film à high concept plutôt intéressant. Et enfin, je vous parlerai en solo de deux gros films et d'une petite surprise, d'un petit coup de cœur personnel, à savoir Mamoche et Méchant 4, It's the Night, et enfin, évidemment, le très attendu Deadpool et Wolverine. Bien, quoi qu'il en soit, on est parti. Du coup, je crois. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Je Oui. vérifie juste parce que, bon, évidemment, c'est aléas du direct. S'il n'y avait pas. Si nous sommes bien évidemment. Ok, tout est bon. Désolé pour ce petit bafouillage. Et nous allons du coup partir avec le premier film sur les grands espaces français, de la campagne à Paris au 19e, 18e siècle, je ne sais plus. Sur en tout cas les terres d'Alexandre Dumas avec l'adaptation du Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Mais avant, bande annonce. J'ai rien fait, je suis innocent. Je suis innocent. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Ça n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, donc, vous en avez forcément entendu parler. Le film est bien parti pour faire les 7 millions d'entrées, ouais, rien que ça. On parle beaucoup d'un petit truc en plus, Oui. mais l'un des gros films français actuels, c'est aussi Le Comte de Monte Cristo. Alors, je vais pas forcément revenir sur le pitch, hein, vous savez tous à peu près de quoi il s'agit. Victime d'un complot, Edmond Dantès s'est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader, devenu immensément riche. Il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des trois hommes qui l'ont trahi. Réalisé par Alexandre de la Patelière et surtout Mathieu de la Porte, qui avait notamment scénarisé les deux autres films adaptés de Dumas, à savoir Les Trois Mousquetaires, Milady et D'Artagnan. Il revient cette fois-ci à la réalisation avec un film sélectionné au Festival de Cannes en hors compète, avec comme pour Les Trois Mousquetaires, un très gros casting, assez polyglotte. On y retrouve évidemment des stars françaises, Pierre Ninet, Anaïs Demoustier, Laurent Lafitte, aussi des stars montantes comme Bastien Bouillon, Anna-Marie Bartholomé, ou même Pierre-Francesco Favino. Voilà, il a un petit rôle, vous verrez, plutôt chouette. Nous l'avons vu du coup, moi et Yorko. Et je vais te laisser commencer Yorko parce que toi tu aimes, alors pour le coup je lis pas beaucoup malheureusement, mais toi tu aimes beaucoup l'univers de Dumas et en particulier celui de Monte Cristo, si je dis pas de bêtises. Bon, t'étais pas très excité à l'idée de voir ce film, mais t'étais plutôt bien surpris de ce que j'ai compris.
Bien surpris, pas forcément, non. Enfin, en tout cas, je ne serais pas aussi dithyrambique que beaucoup de gens qui sont allés voir le film et qui portent en ce moment, qui portent ce film au nu. Effectivement, je trouve que le bouquin, par contre, est très cool, comme globalement l'œuvre de Alexandre Dumas, qui est, somme toute, très intéressante dans sa grande globalité, même Les Trois Mousquetaires. Je me défends tout de suite, je n'ai toujours pas vu les films Les Trois Mousquetaires. Ceci dit, je ne pourrais pas faire de comparatif. Le Comte de Monte-Cristo. C'est sympa. C'est pas, enfin, comme je disais, je trouve pas ça aussi incroyable que ce qu'on veut bien nous dire, hein, pour le coup. Mais ceci dit, c'est sympathique, c'est un bon spectacle, c'est un bon grand spectacle français, comme on en a assez peu au final, ou comme on essaye de faire déjà avec les trois premiers, enfin les deux premiers films des Trois Mousquetaires. Mais voilà, on a du grand spectacle français qui essaye d'adapter j'ai envie de dire, du terroir français, des récits français. Donc ici, Le Comte de Monte-Cristo, qui est une adaptation euh, plus ou moins fidèle. Il y a des éléments qui disparaissent, d'autres qui sont un peu rajoutés, mais bon, il faut aussi faire tenir quand même un gros pavé. De souvenir, on est quand même pas loin des 800 pages pour le livre, Mm. sur un film de certes 3 heures, mais quand même, D'ailleurs, les ça autres fait quand même. adaptations de Monte Cristo font toutes dans les 3 heures, hein. C'est vraiment un film. Enfin, c'est un bouquin qui, de ce que j'ai compris, ce que C'est un j'ai pas récit. lu, qui est très dense. Oui, c'est un récit extrêmement dense qui mélange beaucoup d'intrigues politiques, amoureuses, etc. Là, on est un petit peu sur vraiment un truc, je dirais pas épuré, mais vraiment qui se concentre pleinement sur le personnage de Pierre Ninet, qui oh, bonsoir Steve, qui reste du coup vraiment très présent tout au long du film, là où le bouquin pouvait à un moment, au bout d'un moment, l'effacer. Enfin, l'effacer, en tout cas, le mettre un petit peu en retrait. Mm. Mais ceci dit, on a quand même un film qui est au moins très propre visuellement. On a vraiment une ambiance purement, oui, 19e, je dirais. Je vais quand même revérifier la Début date 19e, d'écriture on que est je dise donc. pas de conneries. Non, c'est même pas la date d'écriture parce qu'en soi, le film se passe pendant l'exil de Napoléon, en grande partie, Oui, et d'ailleurs, le début de la c'est la raison Restauration. d'ailleurs pour laquelle il est enfermé, pour savoir, C'est la raison d'ailleurs, c'est parce qu'il était considéré comme un parce bonapartiste. qu'il est pris justement, Et, c'est ça, et dans ce côté épuré, je lèse-majesté. sais pas si c'est quelque chose qui est plus abordé que ça dans le bouquin, mais c'est par exemple un sujet qui est vaguement abordé au tout début, qui va servir, on va dire, d'amorce pour arriver à la condamnation de Edmond Dantès, mais Bah, qui en pour soi vraiment le arrive. lancer, ouais, c'est ça. Voilà, mais qui après, bon, après, il faut dire, il Qui y est a pas quelques films vraiment mis passés, en avant, quoi. mais finalement, au final, il n'y a pas vraiment quelque chose. Enfin, le film va pas revenir là-dessus. Et à ce niveau, si jamais je peux prendre un peu ta suite, en fait, j'ai pas lu le bouquin, donc je sais que ça va être un petit peu prétentieux ce que je veux dire. Mais j'ai vraiment eu l'impression de lire une version un peu résumée du bouquin, qui devait vraiment tenir sur 3 heures, voilà, qui devait être compactée. Et pas forcément par rapport au fait de vraiment s'attacher à un personnage en particulier, parce que même si la première moitié est vraiment attachée au personnage de Pierre Ninet, en fait, je trouve que plus le film avance, plus il réussit à s'excentrer, à commencer à aborder le point de vue, la psychologie d'autres personnages, au-delà, on va dire, des motivations des méchants qu'on a évidemment au début du film, mais avec notamment les personnages de Bastien Bouillon et d'Anna-Maria Bartholomé qui sont creusés, qui vont avoir de vrais allers-retours, de vraies complicités avec d'autres personnages. Bref, c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve, qui est creusé. Et évidemment, celui de Mercedes, qui est joué par Annalise de Moustier, qui est toujours aussi fantastique. Mais, par exemple, moi c'est bête, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne voit pas leur passé. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on explique comment Pierre Ninet les a recrutés, ces deux personnages? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Pourquoi est-ce qu'il faut passer par de la voix off? Pourquoi ce montage un peu à la Casa des Papel où, je suis désolé, ça m'a vraiment fait penser à ça, où Pierre Ninet explique le plan, ensuite on a le début de ce qui se On passe voit dans le qu'il se déroule présent. en même temps. Voilà, c'est ça, pour créer un peu du suspense. Je trouve que ça fait ouais, vraiment un peu résumé, pas forcément à l'arrache, et le film reste agréable à regarder. Mais en fait, je Oui, regarde ça et je me dis, notamment mais au niveau, je trouve, notamment, je trouve, au niveau de ces décors qui sont absolument fantastiques, qui sont en hmm. plein air ou en intérieur, et même de ces costumes qui sont pour le coup très vraisemblables. Ah bah clairement, il y a un effort monumental. Et en fait, je vais paraître un petit peu méchant, là, voilà, je parle du scénario, parce que du coup, moi, ça m'a empêché de totalement m'investir dans le film, parce que j'avais l'impression de voir toujours des limites, d'être toujours face à une version un peu pâle, un petit peu limitée du récit original qui est très fort. Et d'ailleurs, j'ai découvert il y a pas longtemps Old Boy, qui est lui-même inspiré de Monte Cristo, et je vois à quel point ce genre d'histoire, ce genre d'amorce peut offrir des trucs complètement gargantuesques.
Et là, je me retrouve à me dire avec une version un peu moins folle dans le fond, mais dans la forme, comme tu l'as dit, clairement, tu vois où est passé l'argent. Tu vois que le film, on va dire, l'utilise avec beaucoup d'ambition, beaucoup de. Sans pour autant être coquet, c'est un film qui est juste absolument vertigineux dans ce qu'il a proposé. On est vraiment immergé dans l'époque qui est filmée. Il y a toujours, on va dire, des détails, des petits trucs pour venir un petit peu agrémenter l'univers plastique du film. La photographie qui était très décriée dans les deux premiers Trois Mousquetaires, elle est vraiment beaucoup plus belle, beaucoup plus propre, beaucoup plus réussie. Et clairement, ouais, niveau artisanat, bah, c'est du tout bon et le film, on va dire, se suffit à lui-même. En fait, même si je suis vraiment assez déçu par rapport à ce que le film fait du bouquin, fait de son point de départ, je suis vraiment satisfait de ce qu'il fait en termes d'ambition, de populaire, en termes de blockbuster français. Moi, même si je trouve effectivement comme toi que la réception est un petit peu exagérée, parce que quand je vois les gens sortir à ça en disant oh, c'est le meilleur film français que j'ai vu de ma vie, c'est incroyable, bon, je me dis qu'on a quand même peut-être eu des choses un peu meilleures. Même genre, dans un truc récent, je suis quand même beaucoup plus partisan dans Le Règne Animal. Et j'avoue avoir peut-être, allez, mais c'est mon côté un peu foufou, un peu plus d'affection pour le premier Trois Mousquetaires qui avait ce côté évidemment moins réussi, mais un peu plus, on va dire, over the top, qui me plaisait plus et qui était totalement absent du deuxième, qui je trouve absolument nul à chier. Mais voilà, moi franchement, je suis content qu'un tel film, au-delà de ses défauts, qui sont en fait des défauts assez inhérents, j'ai l'impression, aux films adaptés de bouquins finalement. Et on va dire aux grosses adaptations littéraires, aux grands récits historiques. Bah, au final, bon, est-ce que ce défaut de l'écriture n'est pas un peu accessoire? Est-ce qu'on ne peut pas simplement s'immerger dans tout l'univers qui est retranscrit? Je sais pas. Et puis aussi, il faut dire, on n'en a pas encore parlé, mais le casting est sensationnel. Là, pour le coup, Le casting. bah, je trouve ouais, la distribution du film est déjà, je trouve, Voilà. beaucoup plus réussi en termes, on va dire, de tête que dans les Trois Mousquetaires, mais surtout, ouais, tout le monde se débrouille super bien. Moi, j'avoue, je suis un peu plus, un peu moins contente là-dessus. J'avoue, je trouve, par contre, que les deux jeunes, Anna Maria Bartolomei et Julien de Saint-Jean, pardon, se débrouillent incroyablement bien. Après, j'aime beaucoup voir Laurent Lafitte jouer un méchant. Je trouve qu'il joue un connard toujours exceptionnel. Je trouve que Lisandro Francisco Favino est un peu triste vu qu'il fait pas non plus énormément de temps d'écran. Même si il reste assez convaincant et c'est un peu sympa de l'entendre Ah parler au bah français, toujours un j'avoue, des avec plus son grands accent. acteurs italiens de Euh, sa génération, hein, sans le moindre doute. mais par contre, j'avoue être un peu déçu, notamment de Pierre Ninet, que je trouve être un peu constamment, soit dans le surjeu, soit dans le sous-jeu, mais jamais de réussir à vraiment taper juste, à part peut-être physiquement sur deux, trois moments, je pense. Mais pendant les 3 heures, je le trouve absolument ridicule à regarder. Oh Je n'y crois non. pas une seconde. J'avoue, moi, pourtant j'aime bien Pierre Ninet habituellement, mais là, j'avoue que c'est pas du tout passé. Bah à la limite, j'ai un peu le même Mais problème c'est que toi personnel, sur la question du côté un peu trop en faire ou pas assez. En fait, j'ai l'impression qu'il a un peu un jeu de blockbuster qui fait très performance, qui joue beaucoup bah, évidemment sur les costumes, les maquillages qui sont en plus. Ouais, les maquillages, on n'a pas parlé, mais qui sont vraiment très très chouettes. Mais c'est vrai que bon, niveau performance, niveau débitage de texte, c'est peut-être un peu moins ça. Mais ça m'a beaucoup moins dérangé pour le coup que dans les Trois Mousquetaires. Et ouais, par contre, comme tu l'as dit, Anna Maria Bartolomei, bon, moi que je suis depuis l'événement, parce que je trouve que vraiment une révélation absolument incroyable. Et déjà dans l'Empire, je la trouvais exceptionnelle encore. Et là, ouais, là elle est absolument géniale. En plus, elle a son accent roumain, parce qu'elle est d'origine roumaine, toujours bien placé. Et même Anaïs de Moustier, qui est, on va dire, la moins, on va dire, présente du lot, a quand même toujours des scènes très convaincantes. Elle a pas ce côté demoiselle en détresse, et en même temps, elle est pas non plus, on va dire, féministe, un petit peu hystérique. Elle trouve le juste milieu, elle est vraiment convaincante, à la fois très sensuelle et très libre. Non, vraiment, c'est une actrice pareil, que j'aime beaucoup et qui a réussi à trouver une vraie justesse, je trouve. Et puis, comme tu l'as dit, Laurent Lafitte. En plus, ce qui est bien, c'est que je pense, contrairement à Pierre Ninet, il sait composer avec des rôles très écrits, ou du moins qui ont un côté très verbeux. Et là, c'est un méchant maniéré, un personnage fourbe, et il le joue, je pense, avec beaucoup de malice.
Et ça m'a plu, pareil. Vraiment, il y a un côté un peu jubilatoire. Un peu, moi, ça m'a rappelé un peu, c'est un méchant Disney que t'aimes pas parce que c'est des bons personnages, parce que c'est des méchants qui ont un côté un petit peu ouais, jouissif, encore une fois. Pas forcément parce que, même si là, bon, clairement, niveau ambition et niveau méchanceté, on est clairement au-dessus. Ceux qui n'ont pas lu le livre et vu le film verront à quel point bon, c'est quand même un connard fini jusqu'au bout. Mais voilà, bon, pour le coup, je sais pas si t'as envie de rajouter d'autres trucs. Mais personnellement, moi je trouve le film Euh, sympa sans plus. Je vais juste rajouter deux trucs. Déjà, le premier, le coup de gueule dont je t'avais déjà un peu parlé en off. Deux, j'en peux plus des films de 3 heures qui sont particulièrement longs et je trouve que le film est un petit peu mal équilibré entre sa première partie et les deux autres. Et au niveau peut-être du côté un peu vraisemblance, etc., un peu plus technique, je trouve la fin du film un petit peu en deçà, notamment avec son duel à l'épée, que je trouve un peu molle, un peu pas folle par rapport au reste du film, qui peut avoir quelques scènes d'action, tu vois, je pense notamment à Le la petit scène passage dans du la nuit, coupe-gorge, ouais, avec Nils Schneider, c'est ça? je crois, oui. Euh, Non, Vasily Schneider. Vasily Schneider, pardon, Une grande famille. Euh, oui. Qui fait que enfin, ouais, j'ai quelques moments qui tiquent un peu, mais sinon globalement ça reste un film de grand spectacle assez sympathique, quoi. Ça se regarde, c'est sympa. Je sais pas si je le retiendrai forcément. Après, j'espère que ça sera une porte ouverte pour adapter peut-être d'autres bouquins un peu plus classiques, enfin un peu plus classiques, des bouquins d'un répertoire classique littéraire et avoir des produits peut-être un peu plus intéressants, un peu plus poussés, notamment peut-être au niveau des thématiques qui peuvent être abordées. Mais ça se regarde, c'est du grand Ouais, spectacle. c'est vraiment du cinéma français ambitieux qui, je pense, n'a pas la même singularité. Et encore une fois, je pense que le côté un peu fin expédié, pour moi, ça se ressent un peu sur tout le film. C'est-à-dire que tout le film a vraiment ce côté un petit peu résumé, un peu expédié de l'œuvre, où on s'attarde pas trop sur. En fait, le film n'arrive pas à donner assez de substance aux choses qui pourraient. Enfin, qui ne servent pas l'intrigue immédiate, j'ai l'impression. Et du coup, ça fait que le film fonctionne, mais va un peu vite, ou du moins m'a semblé, ouais, aller tout droit, aller trop en ligne droite, et bon, sans trop regarder à côté, c'est dommage. Mais clairement, oui, et comme tu l'as dit, je pense, moi vraiment, je pense, j'affirme que ce sera une porte d'entrée parce que le film est un carton total. Et même si moi je partage pas, on va dire, le côté dithyrambique, ça fait quand même plaisir de voir des gens aussi réceptifs par rapport à ce genre de film qui, quand même, fait encore une fois 3 heures pour un film comme ça, historique, qui est un genre qui peut paraître un peu chiant, un peu désuet sur le principe. Moi, ça me rend heureux parce que je me dis, bah, du coup, oui, il y a sûrement des metteurs en scène peut-être un peu plus ambitieux sur le fond, aussi en plus de la forme, qui vont réussir à sortir l'épingle du jeu. Et savoir qu'un tel film va sûrement avoisiner les 7 millions d'entrées quand c'est un score qui a peiné à faire les deux premiers 3 mousquetaires, bah franchement, moi ça me rend heureux. Voilà. Au-delà mes petites réserves. Voilà, je suis content. Bref, on va peut-être passer au prochain film sur lequel on va aussi avoir beaucoup à dire. C'est un film d'horreur radicalement différent, mine de rien, sur la forme, et qui a lui aussi beaucoup fait parler ses spectateurs. Il s'agit du nouveau film d'Osgood Perkins, le très très énigmatique Longlegs. Donc je vais vous laisser avoir un petit aperçu de la bande-annonce. A tout de suite.
d'Osgood Perkins, avec quand même un casting assez prestigieux. Alors évidemment, celui qui vole un peu la vedette sur l'affiche, c'est Nicolas Cage, qui a une vraie remontada. On avait déjà parlé de certains de ses films, notamment, bon, c'est pas son plus réussi, mais Un talent en or massif. Il a aussi participé à d'autres films plutôt chouettes, qui sont pas forcément sortis en France malheureusement, mais je pense notamment, alors toi t'as pas aimé, mais au merde, faux film Five Nights at Freddy's, je l'ai plus. Euh, Willis Wonderland. Willis Wonderland, voilà. Il avait aussi récemment joué dans Dream Scenario, dans Renfield, ou même The Flash. Mais bref, là nous allons du coup nous aborder un film d'horreur, un pur film d'horreur malsain, avec aussi du coup Maika Monroe qui avait notamment joué dans It Follows. Suivant donc du coup cette Maika Monroe, aka l'agent du FBI Lee Harker, une nouvelle recrue talentueuse affectée sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. L'enquête aux frontières de l'occulte se complexifie encore lorsqu'elle découvre un lien personnel avec le tueur, impitoyable qu'elle doit arrêter avant qu'il ne prenne les vies d'autres familles innocentes. Bien, alors pour ceux qui n'auraient pas le contexte, je ne peux pas aborder la question de Longlegs sans aborder tout simplement ce qu'il a fait naître, à savoir son marketing. Faut savoir que Osgood Perkins, c'est pas un réalisateur très coté, c'est un réalisateur très de niche même. Et pourtant, avec Neon, ils ont réussi un coup de maître. Et là, je pense que même ceux qui n'ont pas aimé le film seront d'accord en termes d'attente, en termes de hype. Ça a commencé avec 3 petits teasers ultra cryptiques d'un malsain et d'un malaise possible. Et d'ailleurs, je t'avais fait découvrir le film avec ça et t'avais dit, ok, je veux le voir. Et ensuite, il y a eu un premier trailer qui avait fait monter la sauce et que d'ailleurs, je viens de vous montrer. Qui restait très mystérieux. Le film n'a jamais montré la figure de Nicolas Cage, que du coup vous découvrirez dans le film, et qui a là aussi fait un peu monter la tension. Bref, il y avait vraiment le sentiment qu'on allait assister à quelque chose de très à la fois bien, parce que le film avait des images absolument magnifiques et une promesse de thriller horrifique assez tendu, et en même temps, Longlegs, c'était aussi la promesse d'un film qui allait un peu rebattre les cartes du genre horrifique, qui est quand même, on va pas se mentir, moi je pense que l'année 2023 a été une des pires dans le genre, il y a quasiment que des merdes, et même les films, on va dire, un peu plus... sur lesquels j'avais plus d'espérance, comme Talk to Me, m'ont au final vraiment beaucoup déçu. Et du coup, ouais, clairement, là on se disait, ok, il va y avoir enfin une nouvelle petite ère dans l'horreur. Et clairement, si jamais je devais quand même donner un avis un peu à chaud par rapport au film, je le savais en entrant dans la salle, mais c'est entre guillemets un peu un pétard mouillé. Parce que Neon, qui pour ceux qui ne savent pas, est le concurrent maintenant direct d'un 24, c'est aussi un studio américain indépendant qui d'ailleurs joue beaucoup en ce moment sur les figures horrifiques. Ils ont notamment aussi distribué assez magistralement, pas forcément par rapport à la qualité du film, mais en termes de distribution immaculée, avec Sydney Sweeney. Et c'est un concurrent qui joue beaucoup, on va dire, sur le cinéma indépendant prestigieux. C'est eux qui ont distribué les dernières Palmes d'Or, que ce soit Anatomie d'une chute, de nouveau la Anora, qui d'ailleurs, c'est assez ironique, sachant que Sean Baker a été découvert grâce à 24. Et là, donc du coup, avec Longlegs, ils continuent un petit peu leur lancée. C'est le plus gros démarrage pour un film d'horreur indépendant, je crois. Il est à 50 millions de dollars uniquement sur le sol américain. C'est du jamais vu pour son réalisateur. Et clairement, en fait, avec tout la hype, toutes les attentes qu'on avait sur le film, clairement, le film est un pétard mouillé. Parce que oui, il ne remplit pas, on va dire, toutes les attentes un peu excessives qu'on pourrait avoir à son sujet. Il va pas aussi loin dans les expérimentations que le laisser présager ses teasers. Il n'est pas aussi suffocant, aussi malsain et malaisant que le laisse penser les différents thrillers. Maintenant, je pense qu'on a vraiment affaire à un petit bijou du genre, même si je comprends ceux qui sont très peu réceptifs à la démarche, parce que, et là pour le coup, je suis plutôt d'accord, clairement, Os Perkins, c'est pas nouveau dans sa filmographie de ce que j'ai vu, s'intéresse beaucoup plus à la forme qu'au fond, mais personnellement, je suis quand même vraiment très réceptif à ce qu'il a envie de créer avec ce film, parce que même si c'est pas forcément toujours extrêmement poussé, la manière de redéfinir, de rebattre les cartes du genre horrifique, moi je les trouve absolument magnifiques. Elles me font beaucoup penser aux différentes initiatives qu'il y a eu notamment sur le net, que ça soit notamment par rapport à l'utilisation d'Analog Horror. Il y a un plan avec Nicolas Cage sur une télé
Et vraiment, pas juste une capture d'écran de la télé, juste une télé qui est posée là dans le décor, et t'as des personnages qui discutent à côté, moi qui me terrifie et qui me fait beaucoup penser à cette esthétique de l'horreur. Pareil, des photos, des petits objets cachés là, il y a une attention au détail, au fond. C'est un film qui, j'ai l'impression, récompense toujours par du malaise l'attention du spectateur. Et même si c'est souvent un peu gratuit, moi je trouve l'atmosphère dingue. Je trouve la technique absolument magistrale. Je trouve les idées horrifiques absolument brillantes. Pas toujours réussies en termes de malaise pur, en termes d'horreur, mais elles ont toujours ce côté vraiment pesante. Et je sais que beaucoup ont été très déçus par le final. Et je serais pas d'accord. Moi, je suis plutôt à l'inverse. Je trouve que le film a comme principal défaut d'être ces polars, ces films d'enquête où l'enquête se résout tout seul en ligne droite sans réellement laisser le spectateur tergiverser et faire ses propres conclusions. Ce que je trouve dommage. Et ce que j'aime beaucoup dans le dernier tiers, c'est que là, par contre, le réal il va à fond. Le film plonge totalement dans l'occulte, dans le bizarre, peut-être dans le n'importe quoi, diront certains, mais surtout, moi je trouve le jusqu'au boutisme et le viscéral absolu. Il y a une scène de violence entre un père et une mère qui est hors champ, dont je ne décrirai pas la teneur pour pas spoiler, et que je trouve absolument profondément malsain. Il est horrible. C'est un climax d'horreur, moi que je trouve absolument génial, mais aussi parce que horrible. Et le film, même s'il ne réussit pas toutes ses tentatives, il en a tellement, il est tellement, moi je trouve quand même pesant sur la longue que je vous le conseillerais vraiment très très fort. Voilà. Et je crois que Urko c'est aussi un coup de cœur personnel. Je te laisse en parler. C'était, c'était mon moment. Désolé. Mais oui, moi pour le coup, Long Legs, c'est un film qui a extrêmement bien marché. J'aime beaucoup. Enfin, c'est un film qui, je trouve, tient assez bien sur sa longueur, à part vraiment peut-être un élément pardon, un élément de solution qui est donné vers la fin du film, qui personnellement me sort un petit peu du film. Je pense qu'il aurait pu s'en dispenser et rentrer, enfin, et tout de même garder cette bien horrifique, bien vénère, bien violente, tu vois. Mais bon, je vais éviter de le mentionner parce que sinon Bah disons que ça fait ça va vraiment spoiler. twist au rabais, Euh, un peu. Regardez, il y a plusieurs personnages, devinez lequel c'est le méchant. Bravo, c'est celui que vous avez déjà deviné. C'est ouais bon, c'est alors, encore cet élément, bon, oui, il est un petit peu gênant, mais je pense pas que ce soit vraiment le truc le plus dérangeant. Moi, ça va être un peu plus, comment dire, sans spoiler, la boule, on va dire, la boule ah et tout ce oui. que ça entoure. Ouais, bah en fait Ok, tu vois, c'est un peu genre, moi, abscon c'est quoi. ça. C'est C'est de quoi? c'est un peu abscon C'est un peu. quoi. Ouais, voilà, c'est un peu bon, oui, mais encore, tu vois, pourquoi insérer ça, pourquoi vraiment donner cette piste maintenant alors que le reste du film reste, on va dire, très terre à terre. Chose qui, d'ailleurs, je pense que dans les références de Longlegs, dans les influences même principales de Longlegs, bien sûr, le Silence des Agneaux, ne serait-ce que pour sa construction, notamment dans sa troisième partie, et ne serait-ce que juste le fait d'avoir une enquête policière assez terre à terre autour d'un serial killer et d'une flic traumatisée. C'est un film qui fonctionne aussi énormément bien par sa technique, encore une fois. Hein. C'est un film qui est un peu mentionné, le côté un peu analogue horror, mais aussi le côté très liminal, qui se permet Oui, d'avoir des espaces très grands, très vastes, très vides, qui enferment au maximum ces ses personnages. protagonistes, ses acteurs. Ces Ouais, personnages, oui, merci. Tout en permettant à la fois une existence du hors-champ qui permet à, je pense, certains jumpscares de bien se construire et d'être assez surprenants. Je pense notamment au premier mort du film, on va dire, tu vois, oui, qui est glorieusement qui finir. pour le coup est assez surprenant. Et puis qui en même temps permettent d'avoir vraiment une esthétique un peu particulière qui me fait un petit peu penser, je pense, je me répète, mais qui me fait un petit peu penser à ce que certains passages de Alan Wake 2 peuvent présenter. Je pense que Oz Perkins joue un petit peu à des jeux, au moins des jeux d'horreur, tu vois. Alors je t'arrête tout de suite Euh, parce qu'il a dit en interview, et ça me fait beaucoup rire tellement c'est prétentieux, qu'il ne s'inspirait quasiment de rien de récent. Enfin, bref, le discours un peu pédant, mais bon. alors, ouais, mais pour le coup, je pense qu'il ment un petit peu quand même. Oui, j'avoue. On peut aussi sentir, on peut aussi sentir des influences un petit peu de Twin Peaks, je pense, dans la représentation du Midwest américain. Bah, c'est-à-dire Euh, vraiment le côté un petit peu cliché, un peu, non pas stéréotypé, mais vraiment un peu carte postale.
et qui va être perverti par Ah, la le suite. côté carte postale, le FBI qui débarque avec un agent un peu perché, tu vas voir un peu tout ça, tu vois. Même ces décors de maison, des banlieues Euh, américaines où tout se ressemble, où les gens sont normaux. Oh, Ouais, de forêt, tout ça, tu vois, et même de là où tu fais surgir l'horreur. D'ailleurs, en parlant de faire surgir l'horreur, je trouve que le film est extrêmement efficace, même si, bon, on peut déplorer l'utilisation des jumpscares, je trouve qu'on est dans des jumpscares qui sont quand même pas dégueux et pas trop putassiers. Encore une fois, je trouve que le film instaure vraiment une tension qui fonctionne, de par ses décors, de par sa façon de cadrer, etc. Euh, T'as une tension qui s'installe tout au long du film, déjà dès la séquence d'introduction, qui fait que les jumpscares, certes, on va s'y attendre, et fonctionnent principalement parce qu'ils sont préparés à l'avance. C'est pas juste un chat qui va te sauter sur l'écran sans que tu t'y attendes, tu vois. Il y a vraiment une construction de cette peur tout en se mêlant du coup déjà à cette ambiance particulièrement glauque, tu vois, quitte à avoir même des séquences qui sont pas des jumpscares mais qui vont tout autant t'horrifier. Je pense par exemple à cette séquence d'interrogatoire assez lunaire, tu vois, tout en ayant quand même quelques éléments d'humour un peu absurde, mais là j'ai chance d'utiliser des mots qui collent pas forcément. Moi je pense, enfin, ah, tu sais, je dirais à la limite, à ce niveau, je les, dirais plutôt vraiment genre les du portraits, malaise, mais tu sais, genre vraiment le rire qui vient quand tu juste t'es un peu. Bah, t'es dans le malaise quoi. Tu utilises le le rire rire. de défense, tu vois. Ouais, voilà. Mais même en dehors de ce rire de défense, moi, tu vois, c'est les portraits de Bill Clinton qu'il y a tout au long du film qui personnellement me donnaient très envie de rire pour le coup. Mais, mais voilà, après, on peut peut-être noter quelques incohérences. Je pense notamment l'utilisation de l'alphabet et de penser que le FBI n'a pas réussi à craquer un alphabet comme ça en 15 ans, quand même. Ouais, C'est c'est. un peu cringe. Mais voilà, après, il faut noter aussi vraiment le jeu d'acteur du duo principal, donc de Nicolas Cage, qui est méconnaissable pour le coup, et de Maika Monroe, qui est vraiment à fond dans son truc, qui vend vraiment du rêve pendant tout le film. Non, pour le coup, pour moi, ça a été une énorme surprise et je comprends pas forcément. Enfin, si, je comprends en partie pourquoi les gens l'ont défoncé parce que il est pas aussi incroyable, aussi flippant peut-être que ce que l'équipe de com nous a fait croire. Mais en attendant, je trouve que c'est un film qui tient quand même une grosse partie de ses promesses. Hmm. Après, pour le coup, Nicolas Cage, alors, autant Michael Monroe, j'ai pas eu le temps de critiquer ça, autant Nicolas Cage, ça divise beaucoup. Il y en a pour beaucoup pour qui c'est le nouveau Ghost Rider. Ouais, je sais, mais en fait, ce que j'aime beaucoup avec Nicolas Cage dans ce film, c'est que on sent qu'il était parfaitement casté parce que c'est un rôle qui est parfait pour lui, parce que c'est un rôle qui est complètement over the top, où clairement il semble s'amuser en serial killer complètement fou, totalement lunaire, comme tu as dit, euh, avec ce maquillage qui est à la fois ultra simple, mais en même temps un peu flippant, mais pas flippant, juste parce que c'est un peu dérangeant, parce qu'il y a un malaise qui s'installe avec, parce que t'as l'impression, parce que il y a ce côté vraiment euh, détail qui est pas censé être là, vallée dérangeante un petit peu. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'aime aussi beaucoup les jumpscares du film, notamment le premier, parce qu'en fait, ça raconte quelque chose. De ce que tu disais, à savoir de ce côté un peu America, Way of Life, Amérique, un peu carte postale. En plus, c'est pas pour rien que le film, je pense, se date dans les années 90, parce qu'il y a ce côté un peu culte qui est repris aujourd'hui dans la pop culture et qui permet au film de le pervertir. Et le premier jumpscare, il raconte aussi en partie, là par contre, un sentiment un peu plus intime, qui est d'être un peu un souvenir traumatique d'enfance, celui de l'inconnu qui te voit de loin et qui te propose des bonbons dans sa camionnette, tu vois. C'est ce côté un petit peu, voilà, un peu à la fois légende urbaine et en même temps horreur du réel qui m'a beaucoup touché en fait. Et bon, je suis un peu abscon, je suis désolé. Mais en fait, le film me laisse vraiment beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est à ça que je fasse ça, mais j'ai écrit un gros papier dessus à la sortie. Parce que à base, je fais ça que quand j'ai des avant-premières pour parler du film un peu en avance. Mais là, vraiment, j'avais trop de trucs à dire. Et surtout, le film avait vraiment beaucoup passionné sur la longueur. Même si je suis un peu effectivement déçu par la tournure d'écriture qui me paraît effectivement un peu. Parfois ouais, un peu incohérente, un peu facile. Il reste que le film, le côté trouble du film m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Et son jusqu'au boutisme aussi, notamment dans la violence. Le film n'est pas forcément très gore, ni très violent, mais ça, c'est le genre de film qui a beau être interdit au moins de 12 ans, moi, me terrifie dans ses quelques idées vraiment de violence, parce qu'elles sont toujours ultra impactantes. Elles attaquent toujours quelque chose, Ah oui, encore c'est une fois, vrai. de l'ordre, par exemple, de la famille, de l'ordre de l'intime.
La religion chrétienne est beaucoup utilisée évidemment pour ensuite dériver dans l'occulte. Même si bon, moi évidemment je suis totalement agnostique, athée, tout ce que vous voulez, clairement moi c'est quand même assez marrant de voir comment ce thème est encore une fois perverti et d'une manière un peu moins commerciale prout qu'un Immaculé et surtout qu'un The Omen, l'héritage, je sais pas quoi. Je dirais même, il y a même un côté un peu Stephen King, mais en beaucoup plus malsain, en beaucoup moins familial, je dirais. Ou justement en vraiment pervertissant tout le côté familial. Pour moi, c'est vraiment un film qui broie ses personnages, qui broie ses thématiques, qui broie ce côté, toutes les références américaines. Et c'est ce qui m'intéresse vraiment dans le fond de ce film qui, effectivement, quand même jouit, comme tu l'as dit, avant tout pour sa technique. Le côté liminal space, je sais même pas comment j'ai pas pu l'aborder parce que c'est vraiment pour moi le point le plus fort de ce film. Liminal space, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est je sais pas si on peut dire un sous-genre de l'horreur, mais c'est en tout cas une esthétique d'horreur qui a beaucoup à voir notamment avec l'esthétique cursed par moment et qui met en avant un sentiment à la fois de solitude et de déjà-vu qui du coup marche parfaitement avec ce côté American Way of Life et qui est censé quand même créer un sentiment de malaise et qui pareil, je parlais tout à l'heure de vallée de l'étrange, de sentiment quelque chose est là mais ne devrait pas y être. C'est totalement ce que provoque habituellement les liminal space. Et d'ailleurs c'est très connu aujourd'hui, mais renseignez-vous sur les backrooms et notamment la brillante, j'ai pas d'autre mot, série de Ken Parsons sur les backrooms. Il a fait, vous voyez au moins les deux vidéos appelées short film, je crois, et qui sont vraiment genre deux films on va dire un peu indépendants dans l'univers des backrooms qu'il a créé et qui sont absolument terrifiantes et brillantes. Bref, je m'égare, mais moi le film il me hante encore. Son iconographie, je la trouve absolument brillante. Son utilisation du son, le son putain du film est absolument terrifiant là aussi. Il y a pareil un instant de malaise qui se crée, qui se perpétue de plus en plus et que je trouve assez fou. Non, moi c'est un film qui m'a vraiment plu. Aussi, je pense, par rapport aux références qu'il aborde et qui me plaisent, qui me parlent, que j'avais envie de voir dans les trailers et que j'ai réussi à voir dans le film. Mais c'est avant tout un film qui, pour moi, réussit vraiment à utiliser ces références, qu'elles soient contemporaines ou plus vieilles, pour ensuite créer une descente aux enfers d'une froideur et d'un brio, moi je trouve assez palpable. Bref, c'est pas aussi dingue que ce que nous vendaient les trailers, comme tu nous as dit, mais c'est pour moi suffisamment grandiose pour que vous alliez le tentiez. Voilà, vous qui nous écoutez, si vous l'avez pas déjà fait, c'est vraiment un film admirable techniquement parlant. Et ouais, c'est au moins, je pense qu'on peut ne pas lui reprocher. C'est dantesque. Et d'ailleurs, sachez que si jamais vous en voulez encore, Osgood Perkins a déjà tourné son prochain film qui apparemment sera déjà dans la même veine que du coup si j'en crois le premier visuel qu'on a eu, que ce Longlegs, et qui arrivera le 19 février je crois, je vais vérifier, et qui sera adapté en plus de Stephen King, donc voilà c'est parfait je pense. Oui, le 19 février, oui, j'ai confirmation. Très bien, et bah c'est parfait. Et du coup, En tout cas pour l'instant. En France, on précise, Metropolitan a déjà acheté les droits et je suis heureux en tout cas. Et il y aura d'ailleurs Elijah Wood. Voilà, je suis vraiment plus que impatient de découvrir cette nouvelle monture. Je sais pas trop si t'as d'autres trucs à dire sur Longlegs. J'ai l'impression brassé Non, pas spécialement. J'ai eu l'impression d'embrasser beaucoup pour le coup. En tout cas, sachez, attention, phrase de supermarché, ce n'est pas un film qui se discute, c'est un film qui se vit. Voilà, j'espère que vous êtes hypés. Et on va passer maintenant au dernier film sur lequel on va épiloguer tous les deux. Et il s'agit d'un film assez particulier, un film, si je ne dis pas de bêtises, australien, un film à concept. Donc vous allez voir les premières, on va dire un petit avant-goût de ce qui vous sera proposé dès maintenant. Il s'agit de Monolith. Milka Choco Suprême, une gaufrette croustillante enrobée de tendre chocolat au lait du pays allemand. On n'a pas l'image. Something awful is coming. Truly. I had a very strange dream, but it felt real. A vision. What's this for again? It's for a podcast. You have to stop what you're doing.
here and what you want from me. From us. He's here. I can sense him. Some kind of sick drug. I listened to the new episode and you sounded kind of messed up. Really got under your skin, haven't they? Please just help me. I can't keep living like this, please. I want to tell you a story. All you have to do is listen. Bref, vous avez là un avant-goût de Monolith sorti ce mercredi sur nos écrans, racontant l'histoire d'une journaliste non nommée qui a perdu son emploi et décide de se réinventer en créant un nouveau podcast d'investigation. Elle mène à distance une enquête sur de mystérieuses briques noires qui auraient un effet dévastateur sur la vie des personnes. Ce film australien, drame, science-fiction, thriller réalisé par Matt Vesely, pour qui c'est le premier long métrage, si je ne dis pas de bêtises, a fait la tournée des festivals pendant plusieurs années, tournée d'ailleurs pendant du moins en post-Covid, en total huis clos. Il a été du coup découvert par moi tout à l'heure, enfin juste avant l'enregistrement, et par Urco il y a quelques jours, et de ce que j'ai compris c'est un résultat un poil mitigé mais plutôt intéressant. Je te laisse en dire plus. Je commence. Oui, ouais, mitigé, c'est un peu le terme. Je trouve que c'est un film qui repose peut-être un peu trop sur son concept, qui est pas si unique que ça. Je veux dire, des films qui se passent entièrement au téléphone, avec des enregistrements, etc. Enfin, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Enfin, je dirais The pas Guilty, on commence à avoir l'habitude, mais ouais, The Guilty, ne serait-ce que ça. Ou moi, je pensais beaucoup à Locke, avec Tom Hardy, qui doit bien avoir 10 ans, 10-12 ans maintenant. Ah oui, et d'ailleurs Locke, anecdote, l'un des premiers films où du coup on voit pas mais on entend Tom Holland. Voilà, je te laisse continuer. Il fallait que je la sorte. Mais voilà, du coup, Monolith, on est face à un petit thriller de science-fiction, un petit peu horreur, voilà, qui tient avant tout sur son concept, donc d'une journaliste qui monte son podcast, tout en enquêtant du coup sur des mystérieuses briques noires qui seraient apparues. Oui, bon, c'est un film un peu sympathique qui repose, bon, alors je me répète encore une fois, sur son concept, mais sur son actrice, dont j'ai plus le nom, mais qu'on avait Lily vu dans d'autres films un peu stylés. Attendez. Lily Sullivan, merci. Qui a notamment joué dans Evil En Dead même temps, Rise récemment. oui, voilà, qui jouait là, non, c'est ça? Oui, qui jouait Beth. Bon, bref, je sais. Qui jouait la mère de la famille, bon. Oui, bon, voilà, c'est une intrigue qui se déroule un peu tout seul. C'est un film qui vraiment vous lancez, ça se déroule un peu tout seul. C'est un peu sans forcément être spécialement mauvais. Hein, vous aurez pas de mauvaises surprises, par exemple, d'effets spéciaux ou quoi que ce soit, qui se prend un petit peu au sérieux. En fait, c'est un peu marrant parce que c'est le genre de film que tu regardes et dont t'as pas forcément grand-chose à dire, si ce n'est ouais, je l'ai vu, c'est un peu sympa. C'est un peu de la série B, un peu sympa comme on aurait pu en avoir dans les années 80-90, tu vois, genre. C'est mignonnet, Je vais c'est être plus méchant sympa. que Tu ça, sens que c'est moi. un premier film. Tu sens que c'est un premier film qui a évidemment quelques influences dues à l'invasion du profanateur de Sépulture, des trucs comme ça, tu vois. Et Un surtout petit peu dans son qui a côté été un peu drivé paranoïaque. par le contexte. À savoir Oui, beaucoup, tu vois. À savoir, bah, tu peux pas avoir énormément d'acteurs, énormément de personnes sur le même plateau, etc. Tu vois. Après, bon, au moins, ça assume ce côté-là, tu vois, en faisant vraiment le truc de la meuf qui fait son podcast dans son coin, tu vois. Mais voilà, enfin, genre, c'est le genre de film, ouais, dont t'as pas forcément grand-chose à dire, qui est pas exceptionnel, mais enfin, qui est un premier film assez sympathique, tu vois, encore une fois, genre, enfin voilà, je tourne beaucoup en rond pour pas dire grand-chose, parce que bah, le film lui-même ne dit pas grand-chose, quoi. Hmm. Bah, pour le coup, je vais pas être plus développé que ça. En fait, bah, j'ai vu le film, donc du coup, il y a même pas quelques heures, je sors à peine de la séance. Et oui, en fait, c'est un film qui se suit, tout à fait. Voilà, vous allez pas être, je pense, totalement déboussolé devant. C'est un film qui se regarde pour passer le temps. Mais je t'avoue, moi, c'est même pas un film, on va dire, un peu vidéoclub des années 90. Pour moi, c'est même plus un film qui aurait pu sa place sur Shudder, sur Shadows. Il y a vraiment ce côté un peu film de... un peu comme par exemple, alors je l'ai pas encore vu, mais Host, qui était lui aussi un film de confinement, qui durait, bon, après là lui, qui était un moyen métrage, donc c'était plus justifiable à ce niveau je pense, mais qui pareil, de ce que j'ai compris, restait on va dire un film vraiment un peu de plateforme.
Parce que en fait Monolith c'est un film qui par contre arrive à créer vraiment une ambiance et c'est peut-être le côté vraiment cinématographique du film et son ambiance et son atmosphère qui te prend un peu quand même aux tripes pendant tout le long, qui joue à la fois évidemment, bon bah vu le thème du film c'était essentiel le son, voilà il y a un travail sonore que ce soit sur les voix évidemment les sons directs qui est très bien fait, qui est plutôt prenant, qui joue sur les sons on va dire qu'on voit à l'image donc les sons on et les sons off qu'on ne voit pas mais qui parfois après réapparaissent dans l'image. Il y a des transitions qui sont plutôt bien faites à ce niveau. Mais bon, ça ne réinvente pas la roue. Et par contre, l'atmosphère sonore, elle, vraiment, l'atmosphère, la musique du film est plutôt bien est plutôt chouette, est plutôt bien faite. J'ai pas vraiment de problème à ce niveau. Voilà, le film est vraiment même assez pesant par moment et jouit en plus d'une mise en scène qui est très posée. Qui peut me faire penser d'ailleurs à Longlegs sur certains plans qui font très liminal space. Mon coco peut-être un peu plus, on va dire, stylisé, un peu plus papier glacé, notamment un plan sur, vous avez vu normalement avec le bureau et toutes les feuilles qui virevoltent. Ça c'est un plan que j'ai beaucoup aimé, qui instaure une tension parce qu'il y a un sentiment de mystère, d'inconnu qui se crée que j'aime bien et qui a su titiller ma curiosité. L'actrice se débrouille très bien, sans trop. En fait, elle aurait pu tomber dans le piège de la performance d'acteur, à en faire des caisses, à montrer, regardez, je suis une grande actrice qui arrive à porter sur mes épaules un film toute seule. Non, elle est vraiment très douée. Mais on va dire, en fait, elle est très crédible. On sent ses failles, on sent son côté parfois un peu malicieux, la manière qu'elle a. Moi, notamment un passage que j'ai beaucoup aimé, c'est quand elle décide de tronquer. Pour, on va dire, rajouter une atmosphère un peu horreur à son podcast, elle réussit, elle essaie de tronquer en partie le discours de quelqu'un. Et moi, c'est quelque chose que je ne vois pas du tout comme une facilité parce que j'ai l'impression de vraiment. C'est un personnage qui aurait totalement fait ça s'il était réel. Et le film, voilà, en plus, arrive à ne pas être abscon. C'est-à-dire que moi, la fin, qui là vraiment tombe dans le fantastique, la SF. En fait je la comprends, je vois où elle veut en venir, même si je n'ai pas tous les codes, il va falloir que je ponce un peu cette fin, je pense, dans mon esprit. C'est pas un truc, on va dire, par exemple, comme, je sais pas, dans les films un peu du genre, faut que je trouve là une référence là maintenant tout de suite, mais là j'en ai pas. J'essaierai d'y penser au fil de mes mots. Mais clairement, voilà, bon, c'est pas un film, on va dire, c'est plutôt bien facturé. Le problème, c'est que comme tu le dis, c'est pas que je sais pas ce que le film va me raconter, c'est que je sais pas trop ce que le film en fait va me laisser. Parce que au final, l'intrigue, je trouve qu'elle se répète quand même beaucoup. Et pire que ça, j'ai l'impression que le film n'a rien à apporter en fait. Que ce soit sur la forme, les The Guilty, clairement, ça a, je pense, un peu relancé la mode des films du genre. Le Covid, ça a totalement fait exploser cette idée-là. Et en fait, je suis désolé, à part encore une fois ces 2-3 visuels un peu léchés. Je trouve que le film aurait mieux marché en format audio. Voilà, c'est terrible, mais c'est un peu ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai à dire. Même pour les parties vraiment purement visuelles à la fin, où ça joue sur quelque chose de, sans trop spoiler, de la course-poursuite. Je suis désolé, mais je pense que c'est un film qui aurait été limite plus stressant, avec, en ne sachant pas jusqu'à la fin quelle est, on va dire, la chose. Quel est vraiment le titre. Oui, un peu à la Calls. C'est ça, voilà, vraiment en gardant un mystère, en laissant même, j'ai envie de dire, parce que je vous ai dit tout à l'heure science-fiction fantastique, mais je sais même pas vous dire si c'est de la science-fiction, donc de l'anticipation, quelque chose qui va vraiment créer, on va dire, qui va vraiment, on va dire, assumer son côté futuriste, ou du fantastique, où là, clairement, on est dans de l'allégorie, bon, on peut faire de l'allégorie dans la SF, mais vous m'avez compris, où c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus, pas merveilleux, mais de plus inattendu, de plus extraordinaire, disons, dans le terme vraiment en dehors de l'ordinaire. Et c'est quelque chose moi que j'ai trouvé assez intéressant, c'est une ambiguïté qui partage un peu celle de son protagoniste, mais au final, à quoi bon? Je vais pas vous dire à quel film ça m'a fait penser parce que j'ai pas envie de vous spoiler à la fois ces films et Monolith, parce que je pense que c'est aussi un film qui perd beaucoup si on connaît, on va dire, là où ils vont venir, parce que du coup ça perd un peu en suspense. Mais moi, je vais notamment penser à un certain film de Jordan Peele et à un certain film dont on a parlé dans l'émission précédente. Je pense que Urko, tu as tout à fait la référence, s'il te plaît. Non.
Merde. Pistolet en plastique. Oui, tout à fait. Non, je te l'envoie par message privé. Mais bref. Ah oui, non, ouais. Ok, oui, non, j'ai. Ok, tu l'as, merci. Voilà, bah, clairement, tu vois, je vois ce film, je me dis, évidemment, il n'a pas pu être inspiré par ces 10 films. Ou alors, bon, le film de Peel, je pense, mais pas celui-là. Mais en fait, c'est vous dire à quel point les références, toi, en plus, tu citais l'invasion des profanateurs de sépulture, bah, elle est tellement mâchée, elle est tellement éculée qu'en fait, le film, j'ai l'impression qu'il n'apporte rien. Et effectivement, du coup, je suis un peu là comme un con à quand même essayer de vous en parler parce que c'est important de vous en parler. Parce qu'il faut mettre en avant ce genre de petit film qui a pas beaucoup de place en salle, qui va pas faire beaucoup d'entrées, mais qui a quand même, on va dire, un intérêt et qui peut, par la Oui, suite. qui a au moins le mérite d'exister, quoi. C'est ça, voilà, et qui par la suite, son réalisateur va devenir. Je sais pas, par exemple, j'aurais jamais cru que le mec qui a fait Aterrados ferait When Evil Locks. Voilà, Aterrados qui est un film que je trouvais assez pathétique, et When Evil Locks qui est un des meilleurs films d'horreur de l'année pour moi. Voilà, donc bon, bah, c'est un témoignage. Voilà, et pour le coup, bon, je me suis dit, c'est quand même intéressant d'en parler, mais voilà, bon, c'est vraiment un de ces films qui font très film de plateforme. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a de l'ambition. Ça, c'est clair, c'est pas juste un film qui repose sur son concept. C'est un film qui va être un peu plus que ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une scène d'horreur absolument géniale. Pareil, en mode. Alors là, c'est pas vraiment du analogue horror, parce que l'analogue horror, par définition, c'est la télé analogique. Mais c'est la scène de l'appel en vidéo. Je pense que tu vois là où je veux en venir. Et... Qui vraiment, pareil, montre rien, mais qui joue sur une atmosphère sonore vraiment très étouffante et assez réussie. Sans pour autant que le film tombe dans la violence purement gratuite. Maintenant, voilà, bon, bah, vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu. C'est intéressant si vous voulez voir un petit thriller sympa qui dure 80 minutes, tout rond, carré, bien achalandé, et qui passe près de chez vous. Tentez-le, voilà, vous n'allez pas perdre votre temps, mais je dirais pas que ça va être la découverte du siècle. Voilà, clairement, ça va pas ça va pas faire votre année. Clairement, voilà, bon. Je sais pas si t'as encore une fois d'autres trucs à dire à ce niveau, mais je pense qu'on va passer au film suivant. Malheureusement, je vais être un peu tout seul, malheureusement. Oui, Voilà. malheureusement pour la suite, je n'ai plus rien à dire. Voilà, tu vas juste pouvoir constater que pour deux d'entre eux, on savait déjà à l'avance, mais bon, il vaut mieux quand même toujours être sûr. Bref, voilà, c'est tout pour Monolith que vous pouvez découvrir actuellement sur vos écrans. On va partir maintenant sur un film qui n'a rien à voir, le 4e ou plutôt le 6e volet d'une licence dont vous avez forcément entendu parler, qui est partout sur nos écrans, qui a eu je ne sais combien de spin-offs, enfin si, il a eu 2 spin-offs et il a eu 4, et c'est la 4e suite. Il s'agit de Despicable L'air d'Hammer. Et il y a une pub, waouh, génial. Du coup, je vais enlever le son. Bref, je vais meubler. Bref, c'est la franchise Moi et Méchant qui est de retour par les studios Illumination. Et qu'est-ce que j'en ai pensé cette fois-ci de ce film que j'attendais pas forcément, mais que j'ai vu parce qu'il fallait coupler avec l'avant-première de Deadpool et Wolverine à minuit. Voilà, mon excuse. Bref, c'est parti donc pour Moi Moche et Méchant 4, mon annonce. I know you heard the rumors. You must get up to it right away. If anyone can do it, you gotta get there soon. It's not okay. Crew's been compromised. I'm unstoppable! You! Get back here! All right, gentlemen, I was recently called out of retirement to take down Maxime Lamar. What now? We're low on fuel. It's always something. I can never focus on just being evil. Insert card and remove rapidly. Card not red? Come on. Did you pull it out rapidly? Yes, very rapidly. Oh. Ah!
Some of you may be wondering why you're here. We need volunteers. Nice work, gentlemen. You will be the first to test our super serum, designed to transform you into cutting-edge agents. Or you might just explode. Ladies and gentlemen, our new secret weapon, the Mega Minions! Oh, fuck you! Prego! Oh, Ramo! Hey, Jeremy! Tu capre cosa? No problema! Bref, voilà, je vais pas épiloguer plus que ça, vous avez compris le principe, je pense. C'est la suite des aventures de Gru et de sa famille, et des mignons et tout, et bref. Bon, je vais pas forcément épiloguer 33 heures sur ce film qui ne m'a pas beaucoup plu. Alors à la base, il va y avoir Ketchup pour me contredire, mais il n'est pas là. Donc je vais pouvoir m'amuser un petit peu. Alors, faut savoir déjà que je suis allé voir ce film parce que, en vrai, je savais que j'avais pas aimé. Mais la franchise d'un méchant, ça fait partie de ces franchises, de ces sagas, de ces licences qui m'ont suivi pendant, on va dire, mon enfance, jusqu'à aujourd'hui, en tant que cinéphile, assagie, qui va voir des films de 9 heures. Bref, certes. Et donc, du coup, moi, le premier Moche et Méchant, j'avais bien aimé, et c'est un que j'aime toujours plutôt, qui était assez rafraîchissant pour l'époque, qui était un peu frais, voilà, qui en plus était le début d'un studio français, enfin. Les films sont américains parce que produits par des Américains avec des films américaines, mais sont basés en France. Et donc techniquement, le film Mario est un film français, ce qui me rend heureux. Et bref, le deuxième a été vraiment très chouette. Je trouve beaucoup plus fun, beaucoup plus ambitieux aussi. Le spin-off, les mignons étaient sympas en plus, mais tu sentais déjà que ça tirait sur la corde. Le troisième était oubliable et déjà à l'époque, j'avais même pas 12 ans et je trouvais ça vraiment sans intérêt. Bon bah là clairement j'ai envie de dire on est même pas sur l'épisode de trop, on est sur une licence en fin de vie, une licence éculée qui n'a selon moi vraiment quasiment plus rien à dire et c'est un peu triste. En fait ce qui me dérange beaucoup c'est qu'il y a eu une annonce qui a été faite par les créateurs comme quoi les personnages n'allaient jamais faire grandir les personnages et beaucoup se sont écrits quoi mais comment mais du coup le film ne vont plus rien à raconter et j'ai envie de dire oui bon bah déjà les personnages ne grandissaient pas de base et c'était pas forcément problématique. Et surtout, en fait, ce qui me. c'est quand même assez ironique, c'est qu'on est sur un film qui essaye de créer un nouveau départ. Que ce soit, on va dire, par exemple, sur sa communication, parce que regardez les précédents volets, à chaque fois, il y avait cette affiche avec un fond blanc et les personnages qui faisaient des trucs voilà, devant. Et là, on n'est pas du tout sur la même typographie. Les personnages évoluent, les personnages même déménagent plus que ça. Vous verrez pourquoi. Et en fait, je me dis, bah, c'est intéressant du coup. Là, ils vont un peu délaisser les anciennes thématiques peut-être des premiers films qui faisaient vraiment tâche sur le troisième. Ils vont peut-être prendre un nouveau départ, du coup, c'est cool. Et t'as pas besoin de faire vieillir les personnages pour que t'aies l'impression que ça évolue. Mais en fait, le problème, bah, c'est que en introduisant un nouvel univers, ils doivent tout repartir à zéro. Tout en ayant une intrigue qui doit faire 1h30 tout rond. En fait, le problème de Moche et Méchant 4, c'est que c'est un film qui n'avance pas. C'est un film qui s'autosuffit dans sa médiocrité. C'est un film qui va passer son temps à te présenter des trucs en te disant c'est la nouvelle vie, pour à la fin te dire retour au bercail. Voilà, c'est un épisode filler, ni plus ni rien. Et c'est quand même assez hallucinant, je trouve, parce que. En fait, c'est quand même assez triste de se dire qu'ils ont passé 3 films, plus 2 spin-offs, à te présenter des tas de personnages, dont notamment le frère du personnage principal, qui là n'apparaît qu'à la toute fin, dans le plan final, pour ne rien faire. Mais vraiment, juste, il est là pour être là. C'est génial. Et qu'en fait, ils te balancent tout ça pour introduire encore plus de personnages qui ont encore moins de consistance, qui ne servent encore moins l'intrigue, qui du coup en fait semblent ne faire que 30 minutes avec 1 heure de gras rajouté de sketch plus ou moins drôle et peut-être pas trop drôle. C'est un film que je regarde pas sans m'ennuyer
souris ou pas, on va dire, sans être comme avec Mira Troduculus en train de souffrir parce que c'est horrible qu'on me montre, parce que c'est vraiment de la merde. C'est juste un film que je regarde en me disant mais en fait c'est juste nul. C'est une saga qui ne fonctionne pas. Et là où c'est très triste, c'est que en fait du coup tous ces personnages qui se développent, par exemple, t'as on va dire un personnage on va dire de gamine qui d'ailleurs s'appelle Poppy parce qu'il fallait absolument, je suis sûr ils ont dû voir Poppy Playtime se dire que ça plaisait aux jeunes et du coup on va appeler un personnage Poppy. Si c'est vraiment comme ça qu'ils ont réfléchi, je dis bravo parce que ça se voyait pas du tout. Bref, le truc c'est que en fait c'est juste un autre personnage qui n'a aucune consistance. Le méchant qui en plus est interprété par Alex Lutz quoi. Alex Lutz, qu'est-ce que je l'aime Alex Lutz. Il a aucune... il a vraiment juste... Il est nul quoi. C'est vraiment un personnage du dimanche matin avec... Genre ça en plus... Je sais pas ce qu'ils ont Illumination avec les délires de transformation animale mais il y a toujours ça dans les films et à chaque fois c'est éclaté au sol. Enfin bref c'est toujours la même chose mais avec du neuf, mais du neuf qui fait du vieux et du neuf qui n'avance pas. Et du coup, comme le disait Karim Debache, et cette feuille blanche qu'on a photocopiée, qu'on a refotocopiée, et elle est dégueulasse. Et c'est juste bazardé en fait. Et là où c'est triste, c'est qu'en fait le truc le plus chouette du film, c'est ce qui était là avant. Genre tout le truc de l'AVL, de l'espionnage, je trouve que c'est vraiment une erreur parce que ce qui marche le plus, c'est toujours ce trio de fillettes. Et notamment le personnage de... comment il s'appelle d'Agnès, qui est je trouve absolument adorable et qui a la meilleure punchline du film. Voilà, le seul moment où j'ai vraiment rigolé, même le trio est vraiment chouette, même si le problème c'est que par exemple le personnage d'Edith, qui est la plus grande, je crois, je sais plus, bref, l'aînée du coup de ces trois orphelines, elle doit faire sa rentrée des classes dans une nouvelle école. On te montre qu'elle a pas envie parce qu'elle va plus pouvoir faire ses copines. On amorce ça comme une sous-intrigue de comme quoi elle va devoir s'affirmer, de comme quoi elle doit grandir ou je sais pas quoi. Et donc du coup, étape 1, elle va à l'école, elle est un peu triste. Étape 2, elle revient de l'école et on la fait chier. Étape 3, il y en a pas. Le film est fini en fait depuis longtemps. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. En fait, le seul point, le seul personnage qui a droit à une conclusion, c'est le personnage du bébé, enfin de la relation entre Gru et son bébé, parce que oui, Gru a un bébé, parce que pourquoi pas. Et en fait, c'est juste un truc qui fait que le film tombe dans la naïveté, le lisse total. C'est juste Gru qui devient père. Et il essaie d'être... En fait, c'est même pas genre il essaie d'être un bon père. Il est déjà père aimant, il est déjà un père cool. Et juste son bébé, il le fait chier. Et à la fin, son bébé, il le fait plus chier. Mais vous voulez que je dise quoi ? C'est nul. Et c'est tout le temps comme ça. C'est juste des personnages nuls qui font rien. Même les méga mignons, ils apparaissent au bout de 45 minutes. Ils font de la merde, du coup, ils disparaissent. Et ils apparaissent juste sur le climax où ils ne font rien. En fait, je sais même pas quoi dire. Ça se voit tellement que c'est juste pour faire des jouets en plus. Enfin bref, c'est juste faire un épisode en plus pour faire un épisode en plus qui ne sert à rien. C'est... triste, à part les notes iconiques de Moche et Méchant, rien n'a de saveur, à part les anciens personnages qui font ce qu'ils savent faire de mieux, rien n'a d'intérêt, et c'est juste de la merde. Vraiment, c'est juste de la merde, Moche et Méchant 3. Je suis désolé. Et là où ça me fait vraiment chier, c'est que par contre, il y a un truc sur lequel ils n'ont pas régressé par rapport aux 3 premiers, et même par rapport, on va dire, à tout, c'est l'animation. Comparer l'animation du premier avec le 4ème, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus fort, beaucoup plus grandiose, et clairement le film il se tient à 1000% dans l'animation. Et entre celui-là et d'ailleurs Mario même Migration, qui lui pour le coup c'était un peu l'inverse, c'était vraiment un pas en avant pour studio qui sortait un peu de sa zone de confort en restant dans leur on va dire formule familiale. En fait clairement à part ça, en plus quand tu vois que c'est quand même 2 fois moins cher que des Pixar, que des DreamWorks, en fait t'as rien, t'as juste un encéphalogramme plat qui aurait dû échouer sur Netflix comme les derniers films Bob l'éponge, qui est juste un épisode de filler qui en plus, et alors ça c'est personnel, est rempli de passages un peu étranges. Enfin moi en sortant du film, pour être honnête, je vais citer ce que j'ai écrit. J'ai écrit alors vraiment mais mot pour mot, le monde des forums DeviantArt et Rule 34 n'était pas prêt. Parce que je suis désolé, mais je comprends pas ce que c'est un plan fond là. Vraiment, il y a des trucs, je suis quasiment sûr que c'est ici un fantasme bizarre. Et il y a des plans sur des fesses, des sortes de trucs. Enfin, bref, je vais pas
vous regarderez. Mais vraiment, moi, ça m'a un peu sorti du délire aussi. Je sais pas si je suis le seul, mais vraiment, j'ai pas compris. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Ma Moche et Méchant en 4. Je trouve que c'est nul, je trouve que j'ai grandi. Et dans les films, vous allez me dire, ouais, mais du coup, je suis plus la cible. Mais je regarde quand même les premiers films avec, ça de la même candeur qu'à l'époque, mais en voyant qu'il y avait quand même beaucoup plus d'intention esthétique que là, qui est juste un produit de masse sans réellement de forme, juste là pour faire du chiffre. Et en vrai, c'est un peu triste. Voilà, je vais te dire, c'est un peu triste, c'est un peu nul. Et on va passer par contre à une bonne surprise. Un film vraiment bien, un film sur lequel j'ai des choses intéressantes à dire, que malheureusement Urko n'a pas pu voir, mais que je vais vous présenter maintenant. Il s'agit du nouveau film du duo Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Oui, je crois que c'est ça, à savoir It's the Night. Dark Noon a toujours été là. C'est là que je vis. Je m'y sens mieux que dans ma propre ville. Je m'appelle Pablo. Night. Je cherche quelqu'un pour travailler avec moi. Ça rapporte ton truc? Pas mal, ouais. Night, je te présente ma sœur, Apo. Alors il y a un mec, on sait pas d'où il sort, il vend sur mon territoire. Pourquoi tu fais ça? Un jour ou l'autre, ça va se retourner contre toi. Je voulais savoir comment tu te sens, c'est tout. C'était mieux quand t'étais pas là. Transition avec Ma Moche et Méchant, puisque moi qui veux grandir une licence qui est devenue à chier, Pablo et sa sœur Apolline voient un jeu qu'ils ont vu grandir être fini, voilà, partir, voilà, adieu, voilà, et oui, parce que dans le monde magnifique des jeux en ligne, un jour, eh bien, il faut payer les serveurs et un jour on n'a plus d'argent pour les payer, du coup, on débranche la prise. C'est en tout cas le point de départ de ce thriller dramatique du duo Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Pour situer, ça fait partie de cette branche de réalisateurs français qui ont fait beaucoup de courts-métrages assez étranges, vraiment, pas forcément du cinéma de genre totalement assumé, mais qui vont beaucoup plus aller chercher du côté du cinéma vraiment inclassable et qui sont entre guillemets des petits protégés de Mandico. Bref, autant vous dire que je les aime bien, même si leur premier film, donc, qui était Jessica Forever, était lui par contre un peu en dessous de mes espérances. En tout cas, j'attendais quand même ce film parce qu'il y avait des choses assez lourdes. Déjà, je trouve le trailer vraiment, vraiment chouette. Même s'il vend peut-être un peu mal le film sur ce qu'il va raconter, je vais en parler là juste après. On est vraiment à l'opposé total de Ma Moche et Méchant 4. On est sur un film pas du tout grand public qui va assumer sa singularité, son côté un peu poseur, certes, c'est ce qu'on peut leur reprocher, mais avec toujours ce même côté un peu magistral et vraiment précis dans la technique et dans même l'écriture, et en même temps il y a de l'ambition qui est palpable dans ce film. Le jeu vidéo que vous avez vu tourner, pour l'anecdote, a été entièrement imaginé et créé, hein. C'est pas comme avec Knits Island. Urko, si tu veux, après tu pourras parler de Knits Island. Je sais qu'on adore ces deux films, on en parlera peut-être un jour à la fin de l'année quand ça sortira en VOD. Chef d'œuvre, il est dans le top de l'année à tous les deux, c'est incroyable. Mais bref, c'est pas du tout un jeu vidéo qui a été repris et qui est, on va dire, utilisé qu'on utilise pour filmer le film. Pas du tout, c'est un jeu qui a été entièrement créé, designé et qui a été du coup modélisé en permanence capture. Il y a d'ailleurs des vidéos qui sont disponibles sur le net, notamment sur les réseaux sociaux de Tandem qui distribue le film et qui jour après jour grave dans mon estime. Hein. C'est vraiment un distributeur que j'aime beaucoup, qui prend des risques et ça se voit et j'espère qu'ils réussiront à
Notamment, c'était eux qui avaient distribué Vermine, c'était eux qui avaient distribué aussi Le Dernier Voyage. Bref, ils commencent de plus en plus. La salle des profs aussi, c'était eux. Ils commencent de plus en plus à prendre de l'ampleur et c'est vraiment chouette. Et ce Hit the Night, pour être honnête, il est un peu imparfait. Clairement, c'est un film qui est même assez fragile sur beaucoup d'aspects, notamment son scénario qui s'éparpille beaucoup, qui a beaucoup d'idées, au point où le côté même un peu apocalyptique, voilà, ce sentiment voilà, de personnages qui prennent leur calendrier, qui disent ok, J-30, J-15, J-10, J-1, H-10, c'est un truc moi qui m'intéresse beaucoup, qui crée ce sentiment un peu de tragédie, de mélancolie présente, de déjà être nostalgique de quelque chose qui existe encore, de déjà être dans un sentiment de spleen assez palpable. Bah, je trouve que le film ne le maîtrise pas forcément trop au début, mais beaucoup plus à la fin. Il va beaucoup plus se concentrer sur quelque chose qui n'est pas du tout vendu par le film et que je vais vous révéler. Alors c'est pas du tout un spoil, hein, mais c'est vraiment pour moi même un genre auquel appartient le film. Bah, c'est la romance. C'est un vrai film d'amour, c'est un vrai film sur l'amour du jeu, sur l'amour de la drogue, sur la passation, sur le jeu même, justement de comment est-ce que la drogue peut devenir limite un petit peu un jeu avec ses règles, avec sa méta, avec ses clans. Il y a, même si le côté, ça c'est partie d'un peu des ratés du film, c'est qu'il y aurait des choses à, je pense, vraiment développer à ce niveau, et le film ne le fait que partiellement. On sent qu'il y a des bribes qui sont disséminés un peu partout et le film va parfois les pêcher, parfois totalement les laisser de côté. C'est, je trouve, assez dommage. On a l'impression que les deux réalisateurs sont parfois un petit peu se laissent un petit peu dominés par leur projet, mais ce sentiment de bombe à retardement il est quand même vraiment assez fort. Et dans les dernières scènes, surtout je pense pour quelqu'un comme Yurko qui du coup qui n'a pas vu le film et qui va se rattraper un jour, il l'a promis. Je pense que quand on aime le jeu vidéo, on doit vraiment être sensible à cette fin qui en plus est, je trouve, vraiment très juste par rapport, on va dire, à la manière que peuvent avoir des serveurs de fermer, à la manière dont on peut leur rendre hommage, à la manière dont au contraire il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus brut, de beaucoup plus triste en fait. Et moi ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est toute la singularité du film, alors qui parfois est quand même assez on va dire un peu hors norme, mais dans un sens pas forcément positif. Le casting notamment, moi je trouve titille un petit peu le jeu d'un Mandico avec ce côté voilà un peu très écrit, très joué, avec un accent un petit peu voilà, je dirais un peu dissonant parfois, mais c'est des personnages en fait, qui semblent jouer faux, mais faux dans le juste, un peu comme chez comment il s'appelle, Dumont par exemple. Mais je trouve qu'ils sont vraiment très authentiques, très bien incarnés. Je trouve que parfois le côté romance fait un peu adolescent, voilà, fait un peu immature, mais il y a toujours une sincérité, une magie, une candeur qui vraiment transpire de chaque personnage, de chaque scène d'amour. Et c'est assez beau à voir, même les scènes de sexe sont vraiment magnifiques, d'autant plus que c'est des scènes gays, donc c'est plutôt chouette. Les passages dans le jeu sont pas forcément, on va dire, voilà, c'est vraiment du classique shit, notamment sur on s'évade dans le jeu vidéo parce qu'on veut s'évader de la réalité qui est moribonde, bon voilà, mais il y a une maestria technique qui est absolument magnifique, et même d'ailleurs en termes de photographie le film est absolument flamboyant, comme vous avez pu le voir, il y a des plans magnifiques et très juste, ouais, très impressionnant tout simplement. À côté de ça, le film, ce côté un peu drogue, bande de rivales, thriller, il est un peu plus classique, manque de substance et un peu trop classique, déjà vu, mais pareil, il y a quelque chose de très implacable qui en ressort, de vraiment impactant. Il y a une scène de violence, notamment dans les bois, qui est absolument terrible et qui en fait reste toujours au bottes de ce que ces deux réals savent faire de mieux avec ce film, à savoir l'émotion, à savoir leur personnage, rester, on va dire, proche de ces derniers. Et pour moi, ça donne des scènes absolument magistrales, absolument magnifiques, pas tout, encore une fois, dans un tout un peu trop fragile, qui manque, encore une fois, de maturité, pas forcément en termes, on va dire, de comportement adolescent, mais juste, j'ai l'impression que c'est un film qui a été fait un petit peu trop vite, avec trop d'envie, trop de désir. Mais je pense, vraiment, je ne dis pas forcément tout le temps, et là je le pense sincèrement, que Caroline Poggi et Jonathan Vinel, dans quelques films, s'ils arrivent à trouver le juste milieu,
ils peuvent devenir de très très grands metteurs en scène, de très très grandes références dans le cinéma de genre, parce qu'ils ont un univers à eux, ils ont un culot aussi, parce qu'il faut le sortir des films comme ça, faut les oser, qui est totalement respectable, et surtout, ils ont encore une fois une ambition, pas forcément technique, mais surtout esthétique, du coup de fond, moi que je trouve absolument admirable, et c'est vraiment quelque chose moi qui me plaît beaucoup. Et j'espère qu'ils vont nous ressortir des films, j'espère qu'ils seront encore de cet acabit-là, parce que ce qui nous a été proposé, c'est proprement... c'est fragile, mais vraiment, ça donne envie de voir la suite. Et vraiment, là pour le coup, on parlait de monolithe, de films sympas, peut-être que le réel ferait des trucs bons après, mais on sait pas. Là franchement, c'est fragile, pas toujours réussi, mais si vous avez l'occasion de le voir, il passe pas forcément dans beaucoup de salles, mais les salles qui le diffusent, soutenez-les avec ce film, parce que c'est un film rempli d'ambition, rempli d'envie de cinéma, et qui déborde de générosité, moi qui me bouleverse. Et surtout de compréhension du milieu qui est filmé, même si je suis pas forcément un très gros consommateur joueur de jeux vidéo, on va pas dire consommateur quand même. Franchement, je comprends ce qui est fait, je comprends l'univers qui est créé, et surtout je vois tout ce que ça a tout ce que ça peut avoir de tragique, toute la substance que ça peut avoir. Bref, vous voyez It's the Night, c'est un film absolument admirable, mais pas forcément trop appréciable, mais que en tout cas je vous conseille de voir absolument. Et alors avant, est-ce que Urko, si tu es là, démute-toi. Tu as envie de parler de Kings Island? Non, ok, il est pas là, merde. On est en distanciel, désolé, c'est un peu compliqué. Mais juste, Kings Island, c'est un documentaire français qui se passe entièrement dans l'univers de DayZ et qui va interviewer des gens qui jouent encore à DayZ, notamment au mode, donc on va dire au passage aux îles un peu RP. C'est du jamais vu, c'est sensationnel, c'est magistral, c'est un film d'une humanité absolument ébouriffante, et c'est un peu le petit frère de It's the Night sur ce sujet. Si jamais la dimension virtuelle du film vous a parlé, voyez Kings Island qui va bientôt débarquer en VOD a priori, et qui est un chef-d'œuvre. C'est un petit film, passé totalement inaperçu, mais qui est selon moi un des grands films de l'année. Bref, on va passer maintenant au dernier film, et oh qu'il était attendu. Oh que ce qu'on nous a cassé les couilles avec lui. Oh qu'est-ce que je voulais pas le voir, mais qu'est-ce que je l'ai vu. Je l'ai vu et je vais en parler maintenant parce que c'est quand même un gros morceau. Il s'agit, vous l'aviez attendu, vous l'aviez espéré, de la nouvelle monture de Marvel, à savoir Deadpool et Wolverine. Happy birthday to you. Oh, yes. All right, okay. It's been a challenging few years, for sure. But I'm happy. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Make a wish, buddy. Wade Wilson? Who's asking? Whoa, 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 whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Mr. Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Wade, you are special. This is your chance. To be a hero among heroes. I smell what you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. God, please! Oh my fuck! God, I love this part. Wait!
Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. No, I'm actually okay. Thank you very much. Voilà, je vais éviter de rabâcher ce que vous savez déjà avec moi, avec Marvel. Deadpool et Wolverine, alors bon, le pitch, je pense que vous avez compris, Deadpool est retrouvé dans son univers par le tribunal des variations anachroniques, TVA, LOL, une organisation, parce que TVA c'est la télé, enfin bref, une organisation dont la mission est de surveiller les différentes réalités de multivers et tenter de maintenir les interférences temporelles. L'agent Monsieur Paradoxe lui propose l'opportunité de devenir un véritable héros parmi ceux du MCU. Dans son périple, il croise la route de l'indomptable mutant Wolverine, avec Ryan Reynolds et notamment Hugh Jackman dans le rôle titre. Le film était l'un des plus attendus de l'année, il vient de sortir, je l'ai vu personnellement à l'avant-première nationale de minuit, dans une ambiance pas forcément ultra festive, hein. Je me tenais vraiment ça hurle, parce que à chaque caméo se fasse waouh, non, en vrai c'était très silencieux, et pas forcément pour les pires raisons, parce que en fait Deadpool et Wolverine, je savais que j'allais pas aimer, mais soyons honnêtes, c'est pas bien, ce n'est pas bien, mais pas parce que je suis un gros cinéphile élitiste qui n'aime pas le cinéma de divertissement, non, c'est juste qu'en fait c'est pas un bon film. Voilà, je vais expliquer pourquoi point par point, mais j'aurais aimé passer un bon moment, j'aurais aimé avoir ce côté un petit peu même, disons-le, séance de minuit, voilà, fun, on s'amuse avec des potes, voilà, on se prend pas la tête, mais en fait le film, il m'a pris la tête en fait, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont pas du tout dans Deadpool et Wolverine. Bon, je vais faire un gros pavé sur Sens Critique, donc vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Mais en fait, j'ai 3 énormes problèmes avec le film. En fait, d'ailleurs que, pareil, comme les Moi Méchants, j'ai pas trouvé désagréable à voir, spécialement, mais juste un film qui m'est un peu, désagréable, parce que c'est un film qui est, je trouve, assez nocif sur pas mal d'aspects, qui est, je trouve, assez raté sur beaucoup trop de points, et qui surtout souffre de grosses scories. Donc j'arrive pas à comprendre qu'on parle aussi peu, hein. Vraiment, j'ai l'impression que les gens tombent dans le panneau parce que c'est Marvel et qu'il faut débrancher son cerveau, mais moi je ne débrancherai jamais et je serai là pour faire couler d'encre et de sang le studio, qui, comme vous le savez, j'adore, hein. On a Des Turco qui a reçu un appel de moi-même lorsque j'ai fini ma séance de Two Strange 2, où je l'ai appelé à l'aide. Alors, donc, comment dire, déjà, encore une fois, comme j'ai dit, avec Deadpool et Wolverine, il faut le dire, on s'amuse. Oui, on s'amuse parce que c'est un film qui arrive à parfois se lâcher. Voilà, je vous ai laissé un bref aperçu de la bande-annonce, c'est un bref aperçu de ce qu'il y a dans le film. Et pour le coup, quand le film va être vraiment délirant, va être vraiment fun, jouissif, il arrive à l'être. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup les 5 premières minutes qui, au départ, et du coup j'espérais, assume pleinement de piller Logan, qui, si vous ne le savez pas, bouchez-vous les oreilles dans 3, 2, 1, tue Wolverine, et qui du coup mettait un fin à ce personnage. D'ailleurs, Hugh Jackman en avait marre de jouer Wolverine, il voulait bouffer des pizzas et être un peu gros, mais il pouvait pas parce qu'il devait être musclé et stock, donc du coup voilà, il en avait marre, et le film assume ça, en joue. C'est toujours aussi moche, c'est toujours aussi peu ambitieux, c'est toujours aussi bas de plafond, mais bon, bas de plafond pour Deadpool, hein, le reste c'est Marvel, hein. Mais bref, bon, c'est plutôt j'ai vu le pire. Et puis plus ça avance, plus le film il y a des idées de mise en scène, plus le film il y a des idées, on va dire, purement visuelles, des trucs vraiment cool, fun, Barry. Le problème c'est que c'est vraiment peu en fait. Je peux pas faire mon élitiste, mais vraiment, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce de City of Darkness qui va arriver en août et qui est réalisé par ce Chiang dont on vous avait parlé pour Limbo. Mais en fait, on se rend bien compte qu'entre un réalisateur comme lui-même qui a plein d'idées de mise en scène et qui juste arrive en même pas 1 minute à m'accrocher avec ses idées visuelles, avec ses idées de caméra, de cadrage, d'action, de bourrinerie, parce qu'on est aussi sur un film d'action à -12, violent pour adultes, et ce truc qui en fait fait juste la même chose que Marvel, sauf qu'il y a plus de blagues, il y a plus de quatrième mur, il y a du sang,
Bah en fait, il n'y a pas grand chose qui change et c'est juste très long, c'est juste morne pour ce que c'est. Et en fait, les décors, vraiment, la photo, tout est pauvre, tout sent la misère. Et alors, les films Deadpool ont toujours joué avec ce côté justement un peu décalé, un peu. Mince, comment dire, un peu voilà bas budget, low cost, mais c'était on va dire un peu plus maîtrisé, c'était un peu plus assumé. Là on sent qu'il y a du budget mais que ça sert pas la forme, ça sert juste à faire des blagues et à dire qu'on est Disney. Bon, voilà, donc c'est l'action moche, mal montée, où on comprend pas grand chose. Les punchlines, en fait, dans Deadpool, déjà, il y avait ce côté faussement subversif, mais surtout, il y a ce côté vraiment blague pour la blague. Mais là, c'est vraiment la blague pour la blague de Marvel qui vient entrecouper les séquences qui se veulent être vraiment tristes, où t'arrives pas à comprendre si le film va être sérieux ou second degré. C'est juste. C'est vraiment nul. Et voilà, bref, c'est mou. En fait, déjà, c'est un problème. Si jamais j'étais juste bon public, je m'arrêterais là. C'est mou. C'est juste mou. C'est juste inconsistant. C'est juste low cost. Et pour une licence comme Marvel, je m'attends à plus que du low cost. Pardon, désolé, je m'excuse. Mais quand je prends 2h07 de mon temps, je m'attends à mieux que du low cost. Voilà. Ensuite, mon deuxième problème, c'est que j'ai pas vu le 2. Donc je peux pas comparer, mais par rapport au 1, je trouve le film tellement moins décomplexé en fait. Je trouve que, encore une fois, le terme mou, le terme molle, c'est un film molle, voilà, c'est de la molle, comme Dominique Moll, qui est lui par contre à Montréal. Et en fait, il est parfaitement là pour la violence aussi, parce que c'est un film qui n'est pas violent. C'est encore une fois les mêmes séquences de violence d'action, que dans les autres films Marvel. Cette fois-ci, au lieu de cracher rien, les personnages crachent du sang. Bon, pourquoi pas. Évidemment, je pense que c'est pas forcément nécessaire d'être dans l'exagération parfois. Mais quand même, on se fait chier. Il y a 2-3 plans gore. Ça, je dois le dire, notamment un plan d'un mec qui se fait headshot et qui est d'ailleurs assez drôle. Mais soyons honnêtes, à part ça, le film il se démarque pas. Hein, et il est d'un soft assez hallucinant. Le premier Deadpool était déjà aussi très soft, on va pas se mentir. Hein. C'est pas du tout des films subversifs. Des films d'ailleurs, je pense que les mecs savent très bien que c'est pas subversif. Mais dans le sens où c'est pas un film qui va révolutionner la violence. On n'est pas du tout chez Paul Verhoeven par exemple à ce niveau. Mais au moins c'est des films qui, on va dire, étaient vraiment décomplexés, qui essayaient pas d'être, on va dire, dans quelque chose à vouloir quand même un petit peu la cacher, à un petit peu ne pas trop l'assumer, essayer de quand même limiter cette violence, en certaine sorte de la lisser. Non, c'est des films qui assument totalement, qui mettent quasiment toutes les scènes vraiment gore plein cadre, qui assument ce côté vraiment débridé, décomplexé, alors que là, là c'est mou, là c'est chiant. Là c'est pas ouf et on nous ressasse en boucle les mêmes encore une fois séquences d'action avec juste parfois un peu de sang mais jamais les détails sont montrés, c'est toujours soft et ça m'étonne pas que Kevin Feige dise que c'est le film R le plus lisse du monde parce qu'effectivement c'est très lisse. Voilà, ça ne pas monter sur la marchandise hein. Ça franchement c'est vrai, rien d'autre à dire. Bref et puis surtout quand tu compares avec la brutalité de Logan qui n'était pas plus violent. C'est tout ça le truc, mais qui était beaucoup plus brutal, qui était beaucoup plus frappant. Les scènes de violence, les scènes de combat, elles faisaient mal, elles étaient frontales. Là, c'est le même univers, c'est pas la même licence, c'est pas le même sous-genre de super-héros, c'est le même univers. Donc, je vais même pas parler de Suicide Squad, qui, là, franchement, j'ai envie de dire James Gunn, même les Guardians de la Galaxie 3, je sens, parce que c'est un peu inattendu, la violence, elle est beaucoup plus frappante en fait, et c'est dommage. Et ça amplifie d'autant plus ce sentiment que tu vois un film pour des ados, écrit par des ados, avec l'imaginaire d'un ado. Et quand je dis l'imaginaire d'un ado, ça veut dire un truc fermé, circoncis, pas très ouvert et très carré en fait. Mais pas de la manière la plus cool du monde. Et puis, dernier problème, et là pour le coup, c'est un truc que je ne comprends pas de la part des fans, qui peuvent reprocher tout et rien à Marvel, mais qui n'auront pas reproché ça à ce film. C'est que Deadpool est rentré dans les rangs, merde. C'est que c'est devenu un gentil héros, aux belles valeurs, voilà, au beau message, avec une jolie destinée.
Voilà, il veut sauver le monde. Je suis désolé, je veux pas faire mon puriste de façade, mais Deadpool, ce qui faisait, c'est sa singularité. Ce qui faisait que c'est pas juste un énième héros nul avec du sang. C'est le fait que c'est un anti-héros. C'est le fait que jusqu'au bout, il vit pour lui. Il fait du second degré pour lui. Il en a rien à foutre de tout le monde parce que c'est lui. Et là, c'est franchement... alors encore une fois, le personnage n'a jamais été subversif. Le personnage n'a jamais rien défendu de profondément nouveau. N'a jamais rien cassé. Mais bref, mais franchement, c'est triste. D'avoir un personnage en marge et qui là, moi je pourrais voir sans problème aux côtés d'Iron Man, de Captain America 2, de Hulk, parce que c'est la même chose. Maintenant voilà, c'est vraiment devenu juste un sous-Spider-Man parce qu'il fait des blagues, mais il y a du sang. Voilà, et que le costume il est rouge. Et puis il faut le dire, le film est élitiste. Ah oui, je pense que les fans de Marvel de façon en général sont élitistes. Parce qu'il faut partie de l'élite quand même. Qu'on se dise pour cutter déjà tous les débuts de fanservice que moi j'ai pas. Alors, attention, fermez les oreilles, même si vraiment on s'en fout. Je savais pas qu'il y avait Henry Cavill et j'ai même pas reconnu et je m'en fous. Je savais pas qu'il y avait la jeune Wolverine de Logan. Je savais pas et je m'en fous parce qu'on s'en fout. Je savais pas qu'il y avait Gambit, je savais pas qu'il y avait. En fait, je savais pas parce que en fait, c'est pas censé être la substance d'un film de fanservice. C'est censé, on va dire, à une servir un propos qui est plutôt intéressant sur ces héros qui sont délaissés par Marvel, qui on va dire sont jetés à la poubelle, aux oubliettes et qu'on va essayer de remettre en avant. Mais ouais, le film te parle de ça, te dit on va faire ça. Mais à la fin on s'en fout. À la fin on les laisse sur le bas-côté et puis tant mieux. Ce qui est très honnête de la part de Marvel. Marvel est honnête avec nous, il nous dit ok, ces personnages là on a joué avec eux, voilà, ils ont eu leur film, c'est cool, maintenant dégagez. Ah dégagez, on s'en fout. Et puis surtout je pense qu'il faut être vraiment élitiste pour ne pas se rendre compte à quel point on se fout de notre gueule. Plus que de ne pas être subversif, Deadpool ça a toujours été un personnage cynique. Ça je suis d'accord. Mais Deadpool ça n'a jamais, on va dire, été un personnage qui avait plus de prétention que d'être un mec qui tape à côté, qui balance le quatrième mur et qui fait de la moula. Maintenant c'est devenu un personnage qui en plus lisse Disney. Voilà. Vous n'aimez pas Disney parce que Disney avait englouti la Fox, fait de la merde sur plein de sujets. Heureusement, Deadpool est là pour vous dire que finalement, c'est pas si mal. Et puis finalement, Marvel et Disney, ils sont gentils. Ok, ils ont lissé. Ok, ils ont ci, ils ont ça. Mais franchement, c'est quand même mieux. Non, je suis désolé. Non, je veux pas. Là vraiment, je sais qu'il faut pas suranalyser ces films-là, mais le problème c'est que c'est des films qui se suranalysent tout seuls. C'est des films qui vont faire référence à des trucs que on sait de la réalité véritable et qui d'ailleurs je pense parleront plus à un public américain que français, sauf les gros nerds. Mais bon, le problème là, c'est surtout que c'est un film qui juste est un film de Disney pour Disney par Disney. C'est tout. Et moi je suis désolé, je m'en fous des délires de riches. Je m'en fous éperdument que des riches se sucent entre eux. Parce que c'est ça, Deadpool et Wolverine, c'est des riches qui se sucent entre eux. Parfois c'est drôle, oui. Mais c'est toujours surligné et cynique. C'est jamais sincère. Et c'est toujours fait pour des fans, au mieux, qui vont pouvoir remplir le lore du wiki. Super, génial, cool, j'adore, trop bien. Maintenant, à part les quelques blagues sorties par des acteurs en roue libre, je suis désolé, mais il n'y a rien. Il y a rien, il y a vraiment rien. Le film ne dit rien sur la Fox, à part que Disney est très content. Le film ne dit rien sur ses héros, à part que maintenant ils ont de belles valeurs et ils sont intégrés à Marvel. Intégrés. Pour Deadpool, c'est quand même un peu ironique. Bref, le film te dit juste que maintenant, tout va aller pour le mieux et il y aura des suites. Il y aura des trucs. Et puis, il faut le dire aussi, c'est sage encore une fois. C'est même pas un film qui va avoir un propos, je sais pas, comme Robocop, qui quand même est très centré anti-flic ou du moins anti-violence. Bref, c'est pas un film qui va avoir un message particulièrement novateur, mais c'est un film qui va au moins être vraiment méchant, vraiment jusqu'au boutiste. Là, c'est un film qui est d'un lisse. Vraiment, j'ai vu des gens dire qu'on est un film qui est trash. Mais avez-vous vu des films, ne serait-ce que gore? Parce que le trash et le gore, c'est pas du tout la même chose. Le gore, c'est un film qui va être dans l'excès du sang, de l'hémoglobine, et qui va déverser des hectolitres de sang. Un film trash, c'est un film qui va être dérangeant, par exemple comme peut-être Long Legs,
et qui va vraiment avant tout centrer son horreur, si on peut parler d'horreur, hein, du coup, sur vraiment des détails malaisants qui foutent vraiment, qui grattent, voilà, ça qui gratte. Vraiment penser à je sais pas, par exemple, La Mouche. C'est un film gore, c'est un film trash, c'est un film qui gratte. C'est un film avec des transformations qui te mettent mal à l'aise, qui te font penser à ton corps et qui du coup sont malsaines. Et le film n'est pas trash. D'ailleurs, à ce niveau, pensez grave, c'est gore, Titan, c'est trash. Voilà, du coup, on est là. Mais bref, c'est sage, il n'y a rien. C'est la parodie est juste. Pareil, au pire, ça pourrait être over the top, mais même pas. C'est vraiment un truc. Tout le monde peut faire ça. Je pense que le Nostalgia critique a dû faire mieux. Bref, c'est triste à crever. L'apothéose du film, c'est ce qui aurait dû être le début. Voilà. En fait, je vous ai parlé dans mon live sur Annecy d'un film qui s'appelle Sticks in the City. Et vous avez dit à quel point moi, l'humour parodique, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et que le film se complaisait là-dedans et du coup racontait pas grand-chose. Cependant, ce qu'il racontait de notre société, de ce qu'il avait à dire sur, on va dire, son MacGuffin, et bah ça allait tellement trop loin. C'était tellement dans, on va dire, du trop loin. Ça, le film va trop loin. Il dénonce pas les tabous, mais juste il les pointe du doigt. Donc ça fait une petite farce un peu rigolote. Pas un grand film subversif, mais juste une petite farce rigolote. Sympa, carré, cool. Maintenant, je suis désolé, mais c'est un film qui j'aime mieux parce qu'au moins les deux réals, ils ont l'audace, attention, de vraiment déclencher le N-word. Voilà, c'est cool. Et ils ont vraiment l'audace de mettre, on va dire, nous face à des problèmes réels et face à, on va dire, des extrêmes qui, sont exagérés, même si malheureusement un peu trop en accord avec le calendrier. Mais oui, voilà. C'est pas un truc comme ça qui au final dit rien. Je pense que même la Fox doit même pas être rancunier tellement c'est un film qui est sage. C'est triste à crever quoi. Et puis encore une fois c'est un film qui est pas désagréable, mais juste qui est une grosse machine qui fait passer Barbie pour du Virginia Woolf. Tout simplement. Mais tout simplement. C'est un film juste nul. Voilà, c'est juste nul. Et vraiment, venez. Voilà, quelque chose n'était pas disponible malheureusement, mais venez, on en discute, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est juste un film Marvel de plus, c'est juste un film qui confirme que Marvel se fout de la gueule du spectateur, non, du consommateur, et espère qu'il payera bien un popcorn et une place supplémentaire pour aller dénicher les références. En attendant, moi je suis pas surpris, quoique je pensais que ce serait vraiment pire encore, c'est regardable, mais c'est pas avec ça qu'on va avoir des films cool en fait. Voilà, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas un bon film. Et vraiment, c'est un film, moi je veux plus voir ce genre de film, parce que c'est juste des films parasitaires qui, on va dire, trompent les spectateurs et qui les drainent par le bas. C'était joyeux. Voilà, j'ai fini plus ou moins de parler de ces 6 films. Wouh! C'était spécial. Non, bref, j'espère que vous avez quand même apprécié ce podcast. Toujours avec l'ami Yurko. Si tu peux te démute, vas-y. On dise au revoir aux autres. Oui, au revoir. Voilà. C'était un plaisir d'être ici et de t'écouter et même de discuter un peu des 3 premiers films. Ah, merci. Du coup, tu veux pas dire un truc sur Knights Island là maintenant? Si, foncez le voir quand il sort en DVD ou en VOD. Franchement, c'est un des documentaires les plus intéressants qu'on ait vu cette année et probablement les films les plus intéressants sur le sujet du jeu vidéo. Voilà. Donc, encore une fois, en complément de It's the Night, voyez-le, ce sera mieux que Deadpool et bref, on va s'arrêter là. À bientôt. Je vais sûrement refaire un live dans pas longtemps pour parler d'un autre truc, pour jouer à Planet Coaster peut-être aussi, je sais pas. Bref, plein de trucs sympas. N'hésitez pas à venir sur le Discord Le Café Cinéma, à venir sur Instagram, à venir sur Sens Critique. On est là. Et puis à bientôt. Et vive du cinéma. Voilà. Bisous. Bisous.